Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 15 décembre 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. Ça fait chaud au cœur. On se retrouve les trois ensemble. Eh oui, on est de retour à l'émission. Les gars, pendant mon absence, j'ai réalisé plusieurs choses. De un, ma streak de ne pas être malade pour l'année, malheureusement, ne peut survivre. Alors, tu sais, je veux dire, ça fait un mois qu'on a de la neige. Tu sais, ça a pris un mois quand même avant que je tombe malade dans cette période hivernale. J'ai duré plus longtemps que je l'aurais cru, même prévu. Et à un moment donné, ça m'a frappé. Deuxième chose, on a eu du football assez fou. OK? Tellement du football fou, et tu commences à réaliser certaines choses avec les fins de saison qui arrivent. Et là, souvent, il faut que tu arrives à certaines conclusions. Puis, la conclusion, là, c'est que voyons, Egbucam, OK? Ce gars-là, on a nommé d'autres gars qui sont washed, tandis qu'ils n'ont même pas terminé leur saison recrue. Ah ouais, déjà, hein? Tu vas déjà avec l'allégation de Wash, hein? Tu sais, déjà, je pense que la chanson Outstanding de The Gap Band a trouvé son nouveau preneur. You make my fire. Ah, stay alive. Vous savez de quoi je parle? Ça te tente une semaine puis tu peux recorder à 10h30 de passer le soir parce que monsieur est au Canadien ce soir. Fait qu'on enregistre plus tard que d'habitude. Qui ici a vu McDavid en personne entre nous trois? Moi, je l'ai déjà vu en personne, mais pas ce soir. Mais j'ai vu McDavid quand il avait genre 17 ans au camp estival de l'équipe Canada Junior, il y a genre une dizaine d'années. C'était à Val-d'Or? C'était à Sherbrooke. Ah, c'était à Sherby Baby. Baby. Le camp, puis j'avais vu comme un scrimmage d'équipe Canada Junior, puis j'étais comme... Tu sais, ça faisait 2-3 années. Tu sais, Connor McDavid est arrivé sur la planète hockey mainstream quand t'avais genre 14-15 ans, OK? Quand moi, j'étais au cégep. Ouais. Moi, j'ai commencé à en entendre parler, puis j'étais comme, tu sais, il a l'air d'être bon, mais il doit pas être si bon que ça, Connor McDavid. Qui risque Je l'ai vu faire un chiffre où il a traversé la patinoire bord en bord comme il fait dans la Ligue nationale contre des gars de 18-19 ans. J'en fais, OK. Ouais. Je pense qu'on va faire mal. Le palais, un chiffre. Le palais des sports Léopold Relais de Sherbrooke a été un lieu d'émancipation intellectuelle pour toi. Effectivement, puis vous devinerez jamais c'était qui ces deux compagnons de trio à ce scrimmage-là. Pas toute la game, mais en fin de game, c'était ces deux compagnons de trio. C'était Nick Paul puis Brandon Perlini. C'était ces deux. Oh Seigneur! Les trois ont joué ensemble sur l'équipe canadienne à Toronto quelques mois plus tard. Wow. Effectivement. Voilà. Wow. Puis on aimait tellement ça parce que McDavid, il y avait deux gros élites devant lui, fait qu'il se faisait jamais toucher. Fait que c'était malade. Cool quand même, hein, l'équipe canadienne cette année aussi. Hein? Impression que c'est à eux de la perdre, cette première place-là. Hein? Il y a des chances. Il y a des bonnes chances. Le groupe à l'attaque, surtout, me fascine. Moi, t'as du talent partout. Là, tu sais, c'est... Même, tu regardes ça, il me semble qu'habituellement, il y a du talent. Il me semble qu'il n'y en a pas autant que ça. Puis j'ai l'impression que le fait qu'on... J'ai l'impression que cette année, tu sais, avec le fait qu'il y a comme eu la passerelle qui s'est ouverte entre le junior et la NCAA, ça fait en sorte qu'on a plus été porté à aller piger dans la NCAA. Puis il me semble que ça paraît dans le résultat de l'équipe. Tu sais, Michael Age, qui est une des qu'on connaît bien à Montréal, là, qui est sur le deuxième trio à l'aile. Jake O'Brien, qui vient d'être pris 8e au total, qui est genre sur le 4e trio à l'entraînement, puis ça pourrait se faire tasser quand Brady Martin va arriver. Allô? C'est qui que vous avez plus hâte de voir jouer? Beckett, Seneke et Macklin Celebrini ne sont pas avec l'équipe. Je vais juste vous le rappeler. C'est ça. Schaefer non plus en défense. C'est fou, non. C'est qui que vous avez plus hâte de voir sur cette équipe-là?
Ben écoute, mais quand on voit que des recruteurs aux États-Unis puis des journalistes de The Athletic qui commencent à mettre Gavin McKenna hors du top 3 pour le prochain repêchage, j'ai hâte de voir ça. Un petit peu de motivation. Voilà, Hein. je Les ai vus aussi, les vidéos YouTube. Qu'est-il arrivé à Gavin McKenna? Est-ce que je ne les ai pas regardés? Justement. Je les ai pas regardés. Mais j'ai vu mes recommandations me pousser ces vidéos-là. Messieurs, je veux juste vous poser la question avant qu'on rentre dans le sujet de football. Est-ce que vous avez déjà joué un sport contre des gars qui ont 6 à 7 ans plus vieux que vous autres? Non, c'est ça. Et voilà. Justement. C'est définitivement. Quoique, ça a déjà été plus que ça. Je tiens à saluer la Ligue de basketball récréative de Rosemère du lundi soir. Ça, c'était du gros calibre. Même combat. Ah, oui, absolument. Est-ce que tu as eu un gros NIL money pour signer dans cette ligue-là? Malheureusement, il n'y avait pas de subvention encore applicable dans mon cas du haut de mes 22 ans, là, quand j'ai joué là-bas. C'était bien le fun. Hey, comme je dis en entrée d'émission, les gars, on a eu du gros football. Tu sais, la fin de la saison est à la porte. Le gros sprint de décembre est commencé, là. Tu sais, c'est le meme qui sort de « Il pleut des hamburgers ». T'as le policier qui court de l'autre bord de la rue, qui sprint comme un malade. Là. Ça, c'est la fin de saison de football qui arrive, qui vient te chercher. Et on a eu droit à des moments assez fous. Qui l'eût cru? On est en 2025, OK? Que Philip Rivers, qui n'a pas porté de pad depuis 2020, le gars avait 39 ans, d'ailleurs. Hein? C'est raisonnable de prendre sa retraite à 39 ans, t'sais. Mais il y en avait encore un petit peu plus, hein, Pop? Mais tu sais, avant que tu lances dans tout le vif de ton sujet, Pop, je veux quand même dire, OK? Ça n'en dit-tu pas assez long sur la position de corps arrière comme on en jase à chaque gros contrat qui signe sur ce podcast-là? Écoute... T'as encore Cam Newton qui s'est ouvert la trappe et il s'est dit c'est une claque au visage qu'on n'ait pas pensé à me signer pour remplacer. Au lieu de prendre Philippe. En tout cas, bref, ça c'est Cam Newton, on connaît le personnage. C'est la valse qu'on connaît. On connaît cette affaire-là de ce côté-là, mais j'y ai cru. Pour vrai, là, quand j'ai vu les Colts prendre les devants avec un petit peu moins de 2 minutes, là, puis ça a pris sur le dernier drive de Seattle pour aller gagner ça, je me suis dit, hey, s'ils réussissent à aller faire ça, avec un carrière de 44 ans qui est grand-père, qui a 10 enfants, je fais juste vous rappeler que tu sais, c'est payant le programme d'assurance de la NFL. Hein? Quand t'as 10 enfants, c'est cloche en crime. Hein? Je pense que c'était Tom Levac sur le podcast de le Tailgate là, de Renaud Bourbonnais, qu'on salue d'ailleurs, là, qui disait qu'il peut avoir sa propre équipe offensive à lui seul. Ben oui, effectivement. Puis, écoute, j'ai pas de mots. On a vraiment vu ça dans l'année 2025 de notre ère. Philip Rivers lancer un ballon de football dans un vrai match de la NFL. Moi, ça m'a fait tellement rire cette semaine, OK? Juste pour vous montrer à quel point c'est absurde ce qu'on a vu. Philip Rivers, sa première conférence de presse depuis de la semaine quand il est revenu à Indianapolis. Première chose qu'il a dit, c'est genre « Hey, nice! Il n'y a plus de Zoom maintenant! » Philip Rivers, quand sa dernière game, on était dans les masques, les Zooms et toute l'affaire, là. Ça commençait, là. C'est fou. C'est complètement fou. Puis écoute, pour revenir un peu sur Rivers en soi, sa performance, là, tu sais, oui, il a quand même donné une chance à son équipe de gagnants. Il peut dire merci aussi à l'attaque de Seattle qui a décidé de ne pas se présenter aujourd'hui. Aucun touché pour les Seahawks aujourd'hui, même contre une défense décimée des Colts. Jason Myers qui a réussi 6 placements. Ça a été l'entièreté des points de l'équipe. Mais écoute, Rivers qui a complété 18 de ses 27 passes pour 120 verges. Ça en dit quand même long sur c'était quoi le plan de match, OK? Puis il disait, cette semaine, il racontait que tu sais, les gens qui se demandaient s'il y avait encore le bras pour jouer dans la NFL, tout, il dit, tu sais,
Il y a 5 ans, je n'étais pas capable de lancer le ballon 60 verges. Fait que je suis définitivement pas capable de le faire aujourd'hui. Fait que le plan pour Rivers, c'était très, 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 très simple. Là. Le ballon, là, tu le lances pas plus loin que 5 verges en avant de toi, puis tu laisses tes receveurs s'amuser avec. Puis quand tu regardes le 18 passes complétées pour 120 verges, tu comprends vraiment. Les chiffres disent exactement ce qui s'est passé pendant le match. Ça a été. Écoute, il y a une passe de toucher quand même. L'homme qui n'avait pas lancé depuis 5 ans dans la NFL, l'homme de 44 ans qui lance une passe de toucher. Il y a quand même une course aussi. Philip Rivers a essayé de courir une fois aujourd'hui. Ça a fini avec moins 5 verges, mais il a quand même essayé de courir aujourd'hui. C'est une curieuse performance quand même de Philip Rivers. Puis hier, il a passé proche de battre une des meilleures équipes de la NFL cette saison. Juste le fait qu'il a survécu le match sans se faire ramasser, surtout que le nombre de blessures qu'on a eu cette semaine, là, le fait que Philip Rivers est en mesure de terminer ce match-là en un morceau, c'est déjà une petite victoire en soi. Puis écoute, j'en parlais, puis on va parler un petit peu plus tard de je fais un petit aparté, là. On parlait un petit peu de Rivers et tout, puis on va parler de Jacob Fowler un petit peu plus tard, mais tu sais, pour les gens qui se demandent pourquoi on est allé chercher Philip Rivers, on a fait un petit peu la même technique de que le Canadien essaye avec Fowler, de ben gars, ce qu'on a en ce moment, ça marche pas, ça vend pas de rêve, nos gars, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Fait qu'on va aller pour une option mystérieuse qui, quand tu regardes ça froidement, est probablement un mauvais plan. Ça risque de te repéter d'en face, mais au moins, tu laisses croire à tes gars que tu as peut-être quelque chose qui leur donne une raison de se craquer puis de jouer pour le nouveau qui arrive. Puis, je pense que c'est ça qu'on a voulu essayer de faire. Puis, écoute, ça n'a pas marché. On a quand même perdu contre Seattle. Mais moi, si tu m'avais dit avant le début du match que ça allait finir par 2 points entre les Colts et les Seahawks avec Philip Rivers comme carrière, c'est un succès sur toute la ligne du match. Ça n'a pas été une grande performance de Rivers, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'admettre que ce match-là, sur toute la ligne, c'est un succès pour les Colts d'Indianapolis. Ouais, non, tu sais quoi? En dépit de tout ça, OK? Les Colts, on sait que cette fin de saison est désastreuse, tout ça. Mais man, on va se le dire, ça a été le fun de suivre ça. Oh, moi, j'ai apprécié. Toute la semaine, j'ai tout apprécié ce roman savon-là. Là. Oh, mon Dieu, que c'était du bon football, là, ou du moins du bon blabla, là, du bon patinage de football, de jaser du fait que Philip Rivers est de retour, puis à quel point c'est absurde. Puis tu sais quoi, il a été capable quand même d'une petite performance. Ouais. Tu sais quoi, correct. Tu sais quoi, je pense pas que Kyler Murray peut faire mieux en ce moment. Fire. Hein, il en profite du nouveau code en ce moment. Hein. Moi, je fais juste dire, là, maintenant que Philip Rivers est revenu, là, mettons, si Tyler Shock se blesse à New Orleans, on ramène-tu Drew Brees pour finir la saison? Man, je sais que les Raiders en ce moment, à qui Geno Smith est blessé, puis tout, le qui est propriétaire des Raiders de manière minoritaire. Qui a joué plus récemment que Rivers, d'ailleurs. Et qui a été questionné à plusieurs réseaux de télévision différents pour discuter de tout ça. Bon, mais Tom Brady, c'est trop une biche pour tourner sur le terrain de toute façon. C'est genre le premier qui, s'il pouvait, là. Même lui, il a dit je peux pas, je suis non, gouverneur. Tom Brady fait encore sa bitch comme d'habitude, là. Non, niaise-moi avec ça, là. T'as eu des années difficiles, hein, d'avoir Brady gagné? Écoute, dans ma thérapie personnelle, j'ai appris à réapprendre à aimer les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Tu vois, ils ont perdu aujourd'hui contre les Bills, puis j'étais même pas... j'ai pas fait un victory lap dans mon appart, même si je voulais que les Bills gagnent. Là. Parce que c'était pas Tom Brady. Parce que c'était pas Tom Brady. Parlant de Tom Brady, Félix, il y a quelque chose dans l'air, OK? On parle souvent de peut-être qu'il va avoir son moment Tom Brady. Il y a quelque chose de franchement épeurant là, du côté de Kansas City. Et je parle pas de la blessure de Patrick Mahomes, mais du fait que ce gars-là est en train littéralement d'avoir sa carrière à l'image même de celle de Tom Brady. Oui, à quelques semaines de différence, là, mais
un carrière au sommet de son sport, qui gagne 3 Super Bowls en début de carrière, qui est rendu en milieu de carrière, malheureusement subit une blessure majeure au niveau du genou. On parle d'une déchirure du ligament croisé antérieur pour Patrick Mahomes, le fameux ACL. Le classique. Malheureusement, évidemment, ça met fin On va le dire, c'est le moutarde chou des blessures. C'est malheureusement. Le catcher moutarde est encore undefeated tant qu'à moi. Mais écoute, bref, oui, Mahomes, malheureusement, sa saison est terminée. Là, la question, ça va être, est-ce qu'il va être en mesure de revenir pour le premier match de la prochaine saison? Je pense que s'il y a un gars qui va tout faire pour revenir à temps pour ce match-là, c'est Patrick Mahomes. Qui, là, cette année, vraiment une saison bizarre pour les Chiefs, qui aujourd'hui ont enfin été éliminés du portrait des séries. Première fois depuis 2014 que les Chiefs ne seront pas en série. C'est quand même spectaculaire, parce que, tu sais, oui, Mahomes est arrivé, mais avant ça, on avait quand même quelques bonnes années avec Alex Smith et Andy Reid qui vient d'arriver aussi, justement. Mais ouais, écoute, Mahomes qui, tout comme Brady, va se déchirure au niveau du ligament croisé antérieur. La bonne nouvelle pour Mahomes, si on peut essayer de spinner ça un peu positivement, ça va lui permettre de... Si l'histoire se répète, il va remporter 3 autres Super Bowls d'ici la fin de sa carrière. Puis après ça, il va changer d'équipe puis en gagner un autre, donc un 7e. Fait écoute, il y a quand même de l'espoir, puis on peut s'inspirer de ce là, mais c'est vrai que c'est particulier. Puis écoute, cette saison-là des Chiefs, c'est vraiment, vraiment bizarre. Maintenant, 6-8, on est éliminé. Tu sais, 6-8, puis moi, je l'ai dit sur le show il y a quelques semaines, là, j'ai l'impression que les Chiefs, sur papier, cette année, sont infiniment meilleurs qu'ils l'étaient l'an passé. Mais tous les matchs qu'on n'avait pas d'affaires à gagner l'an passé, qu'on gagnait, cette année, on a des matchs qu'on est supposé gagner, mais on les perd. C'est comme l'inverse total. Ah, ça fait en sorte qu'on a une fiche le karma va toujours gagner. Father Time is undefeated, deuxième, c'est le karma. Hey, Father Time is mais c'est fou parce que, tu sais... Parlez-en à LeBron James de Father Time. Parlez-en à Philip Rivers qui faisait qu'il n'est pas encore prêt à l'atteindre, là, mais écoute, les Chiefs, il va quand même avoir des grosses questions à se poser parce que c'était supposé être l'année du on retourne au Super Bowl une dernière fois, puis une troisième fois, puis peut-être Travis Kelce une dernière saison. Là, qu'est-ce qu'on fait à quoi va ressembler le portrait des Chiefs l'an prochain? T'sais? Est-ce que Mahomes va être là au premier match? Est-ce que Travis Kelce va jouer durant la saison 2026? Est-ce que Chris Jones, qui est vieillissant, va être là en 2026? Est-ce qu'Andy Reid va être là en 2026? Il y a plusieurs questions qui vont entourer les Chiefs au cours des prochains mois. On a peut-être l'occasion de faire un petit reset et d'avoir un premier choix relativement haut depuis des années. Là. Il y a des très, 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 très grosses questions qui attendent les Chiefs au cours des prochains mois. Dans toutes ces questions-là, Félix, je pense qu'on peut booker tout de suite. Travis Kelce ne sera pas de retour l'année prochaine. Ah ben je sais pas, si tu dis Mahomes revient l'an prochain, mais je serais pas surpris qu'il y en ait une dernière. Moi, ça fait 2 ans, je pense, qu'il prend sa retraite. Fait que là, tu vois, c'est l'année où est-ce que je pense qu'il va rejouer une autre. Fait qu'évidemment, c'est l'année où est-ce qu'il va prendre sa retraite. Mais tu vois, là, j'ai l'impression qu'il pourrait en jouer une dernière pour se dire, là, Mahomes en joue une dernière. Chris Jones, ça pourrait être ça. Puis Andy Reid, ça pourrait vraiment être la dernière année de ce noyau-là. Mahomes continuerait après, évidemment. Là, mais je serais pas surpris que Kelce revienne en se disant, OK, j'en fais une vraie dernière avec Mahomes qui va être revenu. Puis là, cette saison-là, on l'oublie puis on donne le dernier push. Parce que Kelce, oui, évidemment, c'est une saison difficile pour les Chiefs et tout, mais personnellement, sur le plan personnel, Kelce, c'est sa meilleure saison depuis 3 ans. Puis il y a il échappe des ballons qu'on n'a pas l'habitude de le voir échapper, mais statistiquement, à part, disons, Trey McBride, Brock Bowers, il n'y a pas beaucoup d'alliés rapprochés qui ont des meilleures saisons que lui, puis Bowers a manqué quelques semaines. Tu sais, en termes d'alliés rapprochés, il est encore parmi l'élite de la NFL, là, puis je ne serais pas surpris que Travis Kelce se dise, gars, je pense que j'ai encore le niveau. Les Chiefs disent, gars, on a une dernière année, on y retourne l'an prochain, est-ce que tu vas embarquer dans le projet? Puis il dit, OK, oui, mais là, c'est ma vraie dernière année. Je ne serais pas du tout surpris qu'on en ait une dernière année. Travis Kelce qui est juste productif parce qu'il n'y a aucun autre receveur de passe notable. À part peut-être Rashee Rice. Mais il y a Rashee Rice, Xavier Worthy, Hollywood Brown, même Tifon. Hollywood Brown, voyons, c'est pas... Mais non, mais c'est pas... Il est pas épouvantable, ça, mon pote. C'est pas parce qu'il est comme s'il n'y avait personne. Il n'est pas épouvantable. Il y a juste 2 choses, par exemple. Il y en a une que je voulais plonger dans ma mémoire un peu, puis je voulais aller confirmer ça, puis effectivement, j'avais raison. Juste pour vous dire,
Tom Brady, quand il s'est blessé au premier match de la saison 2008, c'était contre les Chiefs. À Kansas City. Si on veut rajouter à la théorie du complot, il ne faut pas oublier. 2008, match week 1, les Pats contre les Chiefs. Et si, mettons, là, Patrick Mahomes suit vraiment la coupe Tom Brady puis change d'équipe, t'as qui cette équipe-là, selon vous autres? Oh. C'est dans 10 ans, là. On a encore du temps avant de se rendre. Avant qu'il pogne ses Danny Amendola, là. Je l'ai. Dans 10 ans, là, quand il va commencer à ralentir un tout petit peu, va être joueur autonome. Patrick Mahomes est un gars du Texas qui aime les joueurs vedettes, les Cowboys de Dallas. Les Cowboys de Dallas vont aller chercher pour un dernier push. Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir un changement? Je sais que la famille Jones au complet est dans la hiérarchie, mais Jerry en soi, il sera peut-être pas plus là. Il sera peut-être plus là, en fait. Ah, tu penses que la mentalité des joueurs vedettes va mourir avec lui? Aucune chance, même si t'es à Dallas. Hey, arrête-moi ça, là. Dude, ça, c'est en prenant compte que Jerry Jones va actually mourir, parce que moi, je serais même pas surpris que dans 10 ans, il soit encore vivant, là. Puis qui occupe encore le poste principal. Justement. Mais, OK, si Tom Brady est parti de la Nouvelle-Angleterre pour s'en aller vers le sud des États-Unis à Tampa Bay, moi, j'essaie de faire un guess, OK? You know what? Fuck it. Patrick Mahomes va finir sa carrière avec les Steelers de Pittsburgh. Parce que dans 10 ans, s'il y a bien quelque chose qu'il va faire, c'est que les Steelers n'auront toujours pas trouvé un foutu carrière consécutif pour 3 ans. Fait qu'ils vont signer Patrick Mahomes dans 10 ans quand il va être washed. Si ça veut dire qu'il va avoir le Super Bowl à la quarantaine comme Brady a eu avec les Buccaneers, ça vaut chaque scène. Félix, avant qu'on passe à notre dernier sujet football, mentionnez quand même que Mahomes n'est pas le seul qui a eu une bonne blessure, mais comparativement à lui, Mahomes et les Chiefs, on ne s'attendait plus vraiment à une place en séries éliminatoires et encore moins au Super Bowl. Micah Parsons, qui a subi la même blessure essentiellement que Patrick Mahomes. Dur coup pour les Packers et dur coup pour eux aussi qui, je tiens à rappeler, en début de saison, je les avais mentionnés pour un Super Bowl. Écoute, c'est pas complètement confirmé encore pour Parsons. Ça se dirige vers ça. Par exemple, tout indique que c'est lui aussi une déchirure du ligament croisé antérieur. C'est terrible pour les Packers. Les Packers, depuis le début de la saison, c'est la 3e meilleure défense de toute la NFL. J'ai l'impression que sans Parsons, ça va dégringoler. Puis, tu sais, on l'a vu aujourd'hui contre les Broncos. Les Packers, c'est toujours un peu une boîte à surprise. Puis, surtout au niveau de l'attaque, Jordan Love. Puis là, surtout que Sean Watson qui s'est blessé en plus. L'attaque au complet des Packers est un peu une boîte à surprise. Fait que, tu sais, au moins, tu avais la défense qui était une constante, match après match. Puis là, si tu perds Micah Parsons, ce qui est dégoût de Parsons, c'est que ça placé comme tout le monde dans la bonne chaise. Là, tout le monde va reprendre comme une chaise un petit peu trop haut par rapport à ce qui est supposé être. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Écoute, puis... ce qui enlève essentiellement, Félix, ça va pour... t'enlèves le gars qui se fait doubler. Ça fait que tout d'un coup, le jeu se referme beaucoup plus sur les autres joueurs. Mais dur coup. Exact. Puis j'ai un dernier point, on parlait comme quoi la blessure de Sauce Gardner, qui là finalement n'est pas si pire, mais tu sais, c'était les Jets, puis tu vois la blessure de Daniel Jones, c'était les Jets, tu capotes parce que j'ai des choix de première ronde qui s'en viennent qui ont été plus haut que je pensais. Les Packers ont quand même donné des gros choix aussi aux Cowboys pour ça. Puis tu sais, Parsons, là, il y a encore un monde, en souvent que ça se confirme. Les Packers devraient quand même faire les séries cette année, quoique là, les Lions ont quand même une chance qu'ils viennent s'ouvrir si la défense s'écroule vraiment. Là. Mais, tu sais, si, disons, Parsons rate le reste de la saison et l'an prochain manque, disons, une partie de la saison, peut-être que tranquillement, pas vite, ce choix-là va devenir un petit peu plus haut qu'on pensait. Puis là, les Cowboys vont peut-être finalement avoir flairé la vraie bonne affaire dans toute cette histoire-là. Il y a beaucoup de sucre qui a été cassé sur le dos des Cowboys pour cette transaction-là, dont j'en fais partie d'ailleurs, mais écoute, peut-être qu'au final, on va s'en sortir mieux qu'on pense. Finalement, les boys, OK? Du côté de l'américaine, on a eu droit à quand même un grand match entre les Patriots, dont on mentionnait un peu plus tôt, et les Bills de Buffalo. À peu près la dernière chance des Bills, si on veut,
d'aller chercher la division. Ben, en fait, essentiellement, pour faire simple, si les Patriots l'emportaient aujourd'hui, ils avaient la division, puisque les Bills étaient l'équipe la plus proche. Maintenant, les deux équipes sont espacées d'une seule victoire. Puis aussi dans la façon dans laquelle c'est donné. Les gars, est-ce que, à la lumière de cette performance qu'on a vue où les Patriots menaient par 21 points et échappaient un match de la sorte contre un adversaire de taille, faut-il se méfier finalement des Patriots pendant les séries éliminatoires? Écoute, moi, c'est même pas la question que je me posais pour parler de ce match-là. Moi, ma question était plutôt comment les Bills font. Comment les Bills font pour non seulement battre les Pats en tirant de l'arrière par 21 points, mais en donnant, je fais juste rappeler, puis ça, c'est pas une hyperbole, 246 verges au sol. Comment les Pats ont pu échapper ça? Ben, regarde, Bob, ça va mener justement à ma question. Ça mène à là où je m'en allais avec ça. Peu importe ce que montre cette saison régulière, les Bills demeurent une équipe qui est dans le portrait depuis plusieurs années. C'est un système qui est en place depuis plusieurs années. C'est une équipe qui cogne à la porte, qui est à un coin flip de passer au Super Bowl, si on veut. Les Patriots, c'est leur première grosse année de la sorte depuis très longtemps et ils seront de retour en série pour la première fois depuis 2019. Félix, tu t'en rappelles de ce moment-là? Ou non, ils ont été une fois avec Mac Jones, right? Oui, une fois qu'ils se sont fait ramasser par Buffalo. Exactement. La première fois où on peut dire que là, c'est un peu plus legit qui fait peur, mais dans le sens que les Patriots, là, c'est avec ce nouveau noyau, ce nouveau corps. On arrive en séries éliminatoires. Définitivement, on va être l'un des favoris pour sortir de cette américaine. Mais c'est, à mon avis, le cas classique des nouveaux kids on the block contre cette vieille équipe huilée que sont les Bills de Buffalo. D'ailleurs, félicitations à Josh Allen et Ellie Steinfeld qui attendront un enfant, c'est en passant. Oh, ça, c'est clairement pas Charlotte qui t'a dit cette nouvelle-là puis qui suit tellement pas le couple chéri de la NFL. Ah, c'est notre Taylor Swift et Travis Kelce. Eux autres, ils n'ont pas d'enfants. Non, pas encore. Mais écoute, puis parlant de Josh Allen, aussi, bonne nouvelle pour lui cette semaine, a appris que pour la première fois depuis le début de sa carrière, il n'y aura pas le grand méchant Patrick Mahomes qui va l'attendre en série. Fait que peut-être que ça va être enfin son année pour faire un bouchement en série. Tu veux une source de motivation pour les Bills, là, pour Josh Allen particulièrement, savoir qu'il n'y a pas le gros méchant Patrick Mahomes puis une game à Kansas City qui l'attend, ça va en être une popée. Ouais, vraiment pas. Oui, définitivement. Donc, les Bills qui l'emportent, finalement, arrachent cette victoire 35-31 contre les Patriots. Avant qu'on passe à autre chose, les gars, juste pour vous donner une idée là, des deux dernières équipes, en fait, de ces deux équipes-là, leurs 3 derniers matchs pour la saison. Dans le cas des Bills, ça va être 3 matchs contre les Browns, les Eagles à domicile et les Jets à domicile. Donc, potentiellement 2 à 3 victoires pour les Bills. Dans tous les cas, il faut tous les gagner si on veut avoir le sommet de la division. Pour les Patriots, ce sont des affrontements contre les Ravens, les Jets et le dernier, et non le moindre, un affrontement classique, Dolphins-Patriots. Les Dolphins, encore une fois, ont l'occasion de faire la chose la plus drôle. Est-ce que le match est au Hard Rock Stadium à Miami? Non, il est à Foxborough. Il est à Foxborough. Bon. Mais, mais les Dolphins sont en feu. Les Dolphins sont vraiment en feu ces temps-ci. On a beaucoup ri de Mike McDaniel au début de saison. On se demandait comment ça n'était pas encore congédié. Là. Les Dolphins gagnent beaucoup depuis un petit peu. Pas contre des gros adversaires, mais on gagne beaucoup. Ouais, c'est quoi leur fiche en ce moment? Les Dauphins, officiellement, ils sont... je te fais la recherche tout de suite. Ils sont 6-7. Fait que, avec une victoire contre les Steelers, ils reviennent à 500 à partir de demain. Peux-tu me répéter la fiche? J'ai pas compris la fiche. Je suis trop vieux. Je plaide le fifth. Je suis trop vieux. Donc, voici ce que ça en a, cette maudite division-là. Alors, c'est prometteur. C'est prometteur. Les gars,
Je pense que les partisans uniquement partisans de la LNH qui sont pas trop familiers avec tout ce qui se passe ailleurs dans le sport ou même plus spécifiquement au basketball, on a eu droit, je pense, à notre échange Luka Doncic dans la LNH. Je pense que souvent quand on dit explique en termes d'une autre ligue, l'échange Quinn Hughes est probablement l'un des plus flagrants cas où c'est très similaire dans les deux cas, dans le sens que Félix, je sais, il y a un monde dans lequel tu n'es pas d'accord, mais on parle quand même des barèmes très principales dans le sens que c'est un joueur tellement électrisant, un des plus électrisants à sa position, sur une équipe qui, puis je vais pas trop mâcher mes mots, mais qui est gérée un petit peu tout croche. Côté de Vancouver, Pop, ça fait combien d'années que ça tourne en rond à Vancouver? Et tu sais ce que ça fait, Pop? Meilleure chose qu'on m'a montré à l'école secondaire en secondaire 2. Tu sais ce que ça fait quand tu tournes en rond continuellement? Ça fait un 0. Bars. Je peux pas plus dire que ça. Ceci, ce sont les Canucks de Vancouver pour vous autres. Alors, qu'est-ce qui arrive dans tout ce bordel? Oh, échange ton capitaine. Échange Quinn Hughes. Échange. Tu sais, je sais que c'est du côté de Vancouver. Les gens qui sont un peu moins familiers avec les Canucks, les seules fois qu'ils ont vu jouer, c'était quand ils étaient dans la division canadienne, qui d'ailleurs, les Canadiens les détruisaient pas mal à chaque reprise. Salutations de Tyler Toffoli, hein? Les Tyler Toffoli. C'est de ça que j'allais dire. Exact. Le schedule hat-trick de Tyler Toffoli contre les Canucks. Oui, mais tu sais, dans le sens, le gars, tu sais, Lane Hudson et Quinn Hughes en devenir, tu sais. Si on veut jouer un peu dans les fantasmes. Mais bref, donc Quinn Hughes qui s'en va au Minnesota contre un gros package quand même, on va le donner là, du côté des Canucks. Mais je crois quand même que de se rendre à l'évidence qu'on doit échanger Quinn Hughes, encore des problèmes de caractère dans le vestiaire, Félix, c'est un échec organisationnel. Exact. Écoute, je reviens vite à ton point sur Luka Doncic. Je suis d'accord avec toi à 95%. Le seul 5%, c'est que contrairement à Luka Doncic, on savait qu'il y avait un petit peu de bruit autour de Quinn Hughes. Moi, je me souviens, le Luka Doncic, c'était vraiment sorti de nulle part. C'est la seule petite différence. Mais je suis d'accord avec toi en termes d'importance de la transaction. Là, c'est une des très, 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 très grosses. Moi, j'aurais même sorti comme argument que l'échange Mikko Rantanen se rapproche un peu plus. Oui, mais là on parle d'un truc interligue. Là. Puis seule autre nuance aussi, Quinn Hughes n'a pas été échangé genre aux Canadiens ou aux Maple Leafs. Non, mais écoute, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est au niveau pour les Canucks, c'est un échec pour le simple fait que tu as Quinn Hughes qui est le deuxième meilleur défenseur de la NH derrière Cale Makar et qui est probablement un des, disons, 7 à 10 meilleurs joueurs de toute la NH. C'est à ce point-là que Quinn Hughes impacte un match à lui seul. Makar est en avant de lui, mais Hughes n'est pas loin. Là. Hughes est plus proche de Makar que n'importe qui en arrière de lui. C'est à ce niveau-là à quel point il est dominant, Quinn Hughes. Là, pour les Canucks, c'est un deuxième capitaine qui part en 3 ans. Ce qui est assez surréel quand même d'échanger 2 capitaines aussi rapidement que ça. L'autre étant Boervat avant lui qui était parti avec les Islanders. Donc oui, à ce niveau-là, c'est un échec pour les Canucks qui, il y a 2 ans, on le rappelle, était premier de la Pacifique, qui avait l'air en voie de tout casser. Et là, les blessures sont arrivées. Thatcher Demko qui a été particulièrement victime de tout ça. Elias Pettersson, J.K. Miller, on sent qu'il y avait bien de la discorde entre les deux. Ça a un peu fait tomber tout le vestiaire. Puis c'est autour du Thanksgiving américain que Quinn Hughes aurait révélé aux Canucks qu'il n'allait pas signer avec eux son prochain contrat. Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé à s'accélérer pour une transaction. Moi, je suis surpris qu'on l'a envoyé dans l'Ouest plutôt que dans l'Est. Je pense que, il me semble que si tu échanges un gars comme Quinn Hughes, tu l'envoies dans d'autres conférences pour le voir le moins possible. Au moins, c'est pas intra-division. Là, je pense qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive. Mais oui, pour le Wild, on tente le coup de circuit quand même. C'est un gars qui est sous contrat pour 18 mois. Et on sait qu'il aimerait éventuellement aller au New Jersey, mais peut-être que tu réussis à le convaincre de rester au Minnesota dans les prochains mois. Il peut signer une prolongation de contrat à partir du 1er juillet prochain. Sinon, peut-être que tu songes à l'échanger pendant la saison morte, mais ça, c'est un débat pour un autre jour.
Par contre, écoute, tu parles du retour, puis je lis beaucoup depuis la transaction, depuis 48 heures, que les Canucks s'en sont sortis avec un coup de maître et tout, puis c'est incroyable toute la valeur qu'on a eue. Oui, je suis d'accord considérant les circonstances, on a ramassé de la belle valeur pour un gars qui voulait partir et tout. Par contre, Ziv Bouyoum est le coup de circuit de cette transaction. Tu sais, sortir Ziv Bouyoum de Minnesota pour remplacer Quinn Hughes, ça, c'est un coup de circuit. Okay? Mais Marco Rossi, oui, c'est un bon joueur et tout, qui a de récolter une 60aine de points, il l'a fait l'an passé, mais c'est un gars qui, en série, n'est pas jouable. Tu sais, c'est un gars qui, avec le Wild, jouait 8 à 10 minutes par match en série l'an passé et qui était disponible cet été, personne ne le voulait. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas penser que ce gars-là avait une valeur dans le tapis qui va tout casser. Liam Ogren, qui est cool, est un bon espoir, mais c'est un gars qui n'a aucun point cette saison en une vingtaine de matchs. C'est pas exactement... On n'a pas échangé Connor McDavid avec Liam Ogren. Puis le choix de première ronde du Wild, qui, considérant le talent qu'on a avec Quinn Hughes, Kirill Kaprizov, Matt Boldy et compagnie, ça va être un choix tardif. Donc, oui, on a récolté de la belle valeur pour un gars qui aurait décidé de quitter dans un an et demi. De toute façon, ça, je ne le nierai pas aujourd'hui, mais de là à dire que le Wild, que les Canucks sont tapés un coup de circuit, je ne suis pas prêt à dire ça non plus. Pour moi, le fait d'être forcé d'échanger Quinn Hughes au milieu de sa carrière, quand ce gars-là est au sommet de sa valeur, ça, pour moi, c'est un plus gros échec que ce qu'on réussit à aller sauver en retour en termes de valeur qu'on a dit dans une transaction. Mais il fallait l'échanger. On a réussi à aller chercher Ziv Bouyoum. Pour ça, c'est vrai qu'on peut saluer le travail des Canucks. Mais au-delà de ça, sans dire que je suis déçu par le reste, c'est pas c'est pas 4 énormes morceaux qu'on a eu. C'est Ziv Bouyoum, puis 3 autres morceaux intéressants, mais qui sont pas nécessairement des game changers. Définitivement pas à la hauteur de Quinn Hughes, puis encore moins, en fait, pas à la hauteur de Ziv Bouyoum. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que le monde, on dirait qu'il était tellement stick sur New Jersey qu'on dirait toutes les équipes de la métropolitaine étaient somewhat dans les discussions pour aller le chercher. Oui, il y a eu Détroit à un moment donné, mais on a sorti que genre, Philadelphie est intéressé. La Caroline serait là-dedans. Les Cavs de Washington seraient là-dedans. Jimmy Murphy, dans les heures qui ont suivi la transaction, disait que apparemment, ça, on va mettre ça au conditionnel, que les Canucks discutaient pour avoir Connor McMichael, Cole Hudson, un prospect, puis 2 choix de première ronde là-dessus. Moi, je regarde ça, puis je me dis, des fois, les meilleures transactions, c'est celles que tu fais pas. Ça, les Caps, pour moi, ils ont fait une excellente transaction en faisant pas une. Mais je comprends toujours pas. Le Minnesota, ça sort de où, ça? Genre, je salue tellement l'initiative de Bill Guerin parce que Minnesota, on le sait historiquement, là, les gars, c'est pas un marché qui va chercher des joueurs autonomes. Ils ont eu l'initiative de le faire. Ils ont, comme Félix a mentionné, beaucoup de leviers pour les 18 prochains mois. Soit tu forces, pas tu forces, mais tu offres un prochain contrat à Quinn Hughes. Il veut pas, fantastique. Tu as encore tellement de valeur pour la prochaine saison qu'il y a facilement quelqu'un quelque part qui a de quoi t'offrir. Et en plus de ça, tu offres tellement un bon partenaire à Brock Faber. Les gars, a-t-on ici la nouvelle meilleure paire défensive de la Ligue nationale de hockey? En tout cas, tu as la paire numéro 1 pour l'équipe olympique américaine. Oui. Ça, c'est vraiment pas impossible. Oui, ça a bien marché entre Slavin et Faber, mais là, Hughes et Faber vont avoir une couple de semaines pour apprendre à jouer ensemble. Ça devrait jouer aux Olympiques. Puis, écoute, je reviens rapidement à ton point. Le Wild, on attire rarement les joueurs étoiles, mais je pense qu'un autre point qu'il faut mentionner, là, les joueurs autonomes, le marché des joueurs autonomes dans la NH, comme on la connaît aujourd'hui, est mort. Les gros noms ne se rendent plus sur le marché. Les gars se font échanger avant, signent des contrats avant de se rendre sur le marché. À quel moment un joueur de la trempe de Quinn Hughes est disponible? Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Saute sur l'occasion pendant que tu l'as, puis au pire, tu l'échangeras dans un an. Au pire, tu l'aurais essayé, puis tu viens de signer Kaprizov, il est là à long terme, tu as Matt Boldy qui est en train d'émerger, go for it. Prends ton swing, tu as Wallstead qui est en train d'éclore aussi. Ça fait des années que tu es un peu pogné dans le milieu de nulle part au Minnesota.
tu n'auras jamais un autre joueur de la trempe de Quinn Hughes si tu attends, puis il fallait faire la transaction maintenant. Puis c'est aussi un facteur qui a fait la différence dans ce dossier-là. Les Devils, on sait évidemment qu'ils étaient intéressés par le cas de Quinn Hughes. Les Devils ne pouvaient pas faire la transaction dans l'immédiat parce qu'on avait besoin de sortir du salaire. Le Wild a pu offrir ça maintenant, on règle ça maintenant, on prend Quinn Hughes maintenant. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est réglé aussi rapidement, puis on n'a pas eu besoin d'attendre, puis c'est ce qui a joué contre les Devils. C'est pour ça que tu gardes la flexibilité, pour que dans l'éventualité où un jour tu as une possibilité comme ça, tu swings, tu prends ton swing, puis au pire, tu ne l'auras pas, mais au moins tu l'essayes parce que tu as l'occasion qui se présente maintenant. Puis écoute, dernier point, Pop, tu parlais des équipes qui étaient intéressées. Je pense qu'il faut aussi saluer une autre équipe qui, à la surprise de tout le monde, était aussi dans la course pour Quinn Hughes, voulait ajouter Quinn Hughes dans sa formation. Les gars, les Sabres de Buffalo étaient dans la course pour aller chercher Quinn Hughes. T'imagines-tu si ça c'était arrivé? Parce que là, ça parle depuis une couple de jours comme quoi les Sabres veulent sacrer Kevin Adams dehors. Là. Ça, ce bout-là, ça circule. Okay, là? T'imagines-tu si t'apprends, mettons, vendredi soir, Quinn Hughes s'en va à Buffalo, lundi matin, Kevin Adams sacré dehors. Comme, wow! Quoi? Ça aurait été assez spectaculaire, ça. Fait que, bravo aux Sabres qui continuent à être la pire équipe dans l'Est, mais qui se disent, tant pis, on va être acheteur. On y va aller, on va essayer d'être acheteur. Bravo aux Sabres. Ça aurait été quelque chose. Rasmus Dahlin puis Quinn Hughes sur une même paire, là, en assumant que Dahlin ne part pas, là, mais Rasmus Dahlin puis Quinn Hughes sur une même paire, ou à grosse limite sur le même top 4. Ouch! Mais c'est parce qu'il l'a eu. Mais c'est parce que Minnesota aussi, ce qui fait en sorte qu'ils ont été capables de faire ce trade-là, c'est que c'est probablement dans les 5 à peut-être 6 dernières années, peut-être même plus sur un certain point, la meilleure équipe qui repêche le mieux dans la Ligue nationale. Oui, ils ont effectivement. On a parlé de Brock Faber, on a parlé de Rossi Boyum. Les gars, quand même, je veux dire, il y a du bon repêchage. Wallstead aussi qui performe bien début avec un bon tandem. Mais par-dessus tout, effectivement, comme on a mentionné, c'est le Minnesota qui l'ont eu. C'est le Minnesota qui ont eu l'initiative de le faire. Et d'ailleurs, qui n'est pas passé sous le radar de Julius Randle qui a tenu à saluer l'arrivée de Quinn Hughes au Minnesota. Julius Randle, le joueur des Timberwolves du Minnesota. Il faudrait faire... Tu sais, il y a tout le temps genre le comparatif du photoshoot de Randy Moss avec... Je me souviens plus quel athlète qui avait Randy fait ça. Moss avec Kevin Garnett. Garnett. Oui, merci Félix. Quinn Hughes avec Anthony Edwards. Pourquoi pas? Mais il avait fait Justin Jefferson. Edwards, True, c'est vrai. Mais c'est cool pour le State of Hockey qu'on a été chercher un des 10 meilleurs joueurs de toute la LNH. Puis, tu sais, sérieusement, le Minnesota, puis surtout les Twins en ce moment qui sont un peu un feu de poubelle, là, mais t'as Quinn Hughes puis Kirill Kaprizov avec le Wild. T'as Anthony Edwards avec les Timberwolves. T'as Justin Jefferson puis J.J. McCarthy avec les Vikings. Tu sais, c'est quand même cool. Écoute, les Vikings, tu dis qui ont? Les Vikings ont Kevin O'Connor. C'est ça qu'ils ont. C'est lui moi, je fais juste dire qu'il y a du révisionnisme dans ta liste parce que tu oublies clairement Rudy Gobert dans ta liste. Ah, mais... C'est vrai, parce que je peux pas en nommer plein, mais c'est vrai que c'est le meilleur joueur. Ça faisait longtemps que Rudy Gobert n'avait pas été mentionné sur ce podcast-là. Les gars, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on a eu droit à une transaction encore plus weird cette semaine. On va passer vite là-dessus quand même, parce qu'on parle pas de gros noms, mais finalement, du côté des Oilers d'Edmonton, on s'est finalement défait du fardeau qu'a été Stuart Skinner, un peu malgré lui, si on veut, des dernières saisons. Alors, les Oilers ont dit, OK, pourquoi... on ne va pas continuer avec Stuart Skinner. Hey, les gars, il y a une transaction qui a été faite pour un gardien de but. Si jamais vous avez manqué la nouvelle, dites OK, ouais, tu sais, c'est bizarre ça, une organisation qui change son gardien numéro 1. Wow! C'est pour Tristan Jarry, en provenance de Pittsburgh. Donc, regarde, on peut parler de toutes les nuances qu'on veut, les gars. C'est essentiellement du surplace. On ne s'est pas amélioré
considérablement du côté des Oilers à se dire « OK, oui, la troisième est la bonne, ils gagneront la Coupe Stanley cette année. » Bref, Penguins qui reçoit Brett Kulak et un choix de deuxième ronde en 2029. Et à l'inverse, Edmonton, justement, reçoit Tristan Jarry et Samuel Poulain aussi pour compléter un peu le groupe d'attaquants. Juste réaction, vraiment, les gars, juste tout bonnement. Là. On sait que les Oilers, c'est pas la grosse affaire, Tristan Jarry, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait pu penser du côté d'Edmonton? En fait, Tristan Jarry, je pense que je vais l'appeler Farrah Fawcett à cette heure. Parce que Mio qui n'a pas de l'air d'avoir la référence, l'actrice Farrah Fawcett qui est décédée le même jour que Michael Jackson, fait qu'elle a complètement passé en dessous du radar. Fait que Tristan Jarry qui se fait trade, Quinn Hughes qui se fait échanger quelques heures plus tard, fait que personne va give a fuck après cette transaction-là. Sérieux, ça va être une autre question dans vos soirées quiz dans 5 ans. Quel gardien de la Ligue nationale a été échangé le jour où Quinn Hughes est passé au Wild du Minnesota? Tristan Jarry ou Stuart Skinner, si vous voulez être un petit peu plus fancy de ce côté-là. Mais essentiellement, Tristan Jarry, c'est le Stuart Skinner de l'Est. Essentiellement, c'est ça. Tristan Jarry est sur un high, il va pogner un lot catastrophique à un moment donné. Stuart Skinner va pogner un high, il va revenir à un lot catastrophique. Mais là, moi, ce que j'aime voir de ce côté-là, c'est que, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire à Pittsburgh? Parce que là, je commence à regarder ça. La ligne Sanity Run au début de l'année commence à s'effriter. Là, ça ralentit un peu. Ils ont échappé 2 avances en 2 jours. Ils ont échappé 2 avances de 3 buts en 2 jours depuis qu'on fait cette transaction-là. Tout ce que j'ai à dire. Qui gaulait. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai mentionné sur ce pod que les Pingouins allaient glisser inévitablement et que ça allait arriver. Ça a commencé plus tôt que prévu. Wow, il y en a un qui connaît le hockey, c'est hein? Écoute, moi, j'ai deux trucs à ajouter sur Jarry. Ce gars-là était disponible au balotage il y a un an. Deux trucs à dire sur Tristan Jarry. J'ai deux trucs. Ce gars-là était disponible au balotage il y a un an, personne ne l'a pris parce qu'on se disait ce contrat-là est épouvantable, les Penguins ne sont jamais capables d'échanger ça. Un an plus tard, on obtient Stuart Skinner, qui bon, ça va être un excellent gardien, quand même un gardien de la LNH, Brett Kulak, qui est un défenseur qui avait été sur une brigade défensive, et un choix de deuxième ronde. Pour un gars on rappelle, il y a un an, au balotage, personne ne voulait, puis on se disait qui va vouloir de ce contrat-là un jour. On réussit à léger sans retenir le salaire en plus pour les Penguins. C'est un coup de circuit sur toute la ligne à ce niveau-là. Et j'en profite aussi pour dire aux Oilers que vous êtes vraiment, vraiment plate parce que la transaction qui a envoyé Jarry au Penguins est arrivée vendredi matin, donc après que Jarry a affronté le Canadien jeudi soir et qui a été d'ailleurs assez épouvantable dans ce match-là. Et les Oilers avaient 2 matchs en 2 soirs, dont un match contre le Canadien ce soir. Et eux, au lieu d'avoir le moment vraiment cool de laisser Tristan Jarry affronter le Canadien 2 fois en 4 jours, on a décidé de le faire jouer samedi soir au lieu de le faire jouer ce soir. Vous êtes vraiment, 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 vraiment plate. Laissez ce moment vraiment cool-là de voir Jarry affronter le Canadien 2 fois en 4 jours, parce que ce gars-là a tellement été une passoire jeudi soir que ça a été vraiment fun de le réaffronter. Ça n'a pas rien changé au résultat final, parce que le Canadien a quand même gagné ce soir, mais ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment cool de voir Tristan Jarry affronter le Canadien dans 2 uniformes différents dans un espace de 4 jours. Bon, d'ailleurs, dans ce match contre les Oilers, le tandem des Canadiens était revenu à Jakub Dobeš et Samuel Montembeault, mais dans tous les cas, on a procédé plus tôt cette semaine au rappel de Jacob Fowler. Certains diront finalement, certains diront peut-être trop tôt. C'est vraiment, je pense, ça a été le gros débat de la semaine quand même dans la sphère hockey québécoise. Vous autres, vraiment, là, vous positionnez où là-dessus? Est-ce que vous étiez dans le sens que on va lui laisser faire manger ses croûtes dans la Ligue américaine ou est-ce que finalement, tu sais quoi, c'est le genre de test qu'on a besoin avec ce gars-là, puis tu sais quoi, le plus tôt qu'il y a de l'expérience, le mieux c'est. Moi, j'étais un peu dans le camp de ce gars-là doit jouer la saison à Montréal. OK. À Laval, excuse. Devrait jouer l'entièreté de la saison à Laval. Par contre, le barrage devait tenir. Quand je dis le barrage, c'est le duo des gardiens de but à Montréal, Montembeault-Dobeš. Mm-hmm. Malheureusement, le barrage est en train de céder. Puis, je comprends qu'on ne voulait pas, tu sais, c'était peut-être rapide de ce côté-là, mais là, on est dans une business de résultats en ce moment.
Mhm. Il fallait faire un move. Puis, Mhm. toute cette semaine-là m'a fait comprendre à quel point que Capo Kakkonen n'a aucun fucking impact dans cette organisation-là. Bro sert complètement à rien. C'était Félix qui l'avait dit pendant l'été, mais c'était vraiment le dernier des derniers recours si tout chie. Mais bon, Félix, toi, tu te positionnais où dans ce débat-là, Fowler? Je trouvais que c'était trop tôt, mais plus la semaine a avancé et plus j'ai eu la pensée Philip Rivers, comme j'expliquais tantôt, tu sais quoi, en ce moment, ça va tellement mal, les gars fonctionnent pas. Vas-y pour une idée qui, tu sais quoi, objectivement, est pas débile, ben tu te dis, gars, au moins, ça va peut-être craquer les gars, ça va peut-être leur dire, bon, regarde, on essaie quelque chose de nouveau, là, on va tous se repartir, puis on a un nouveau kid qui s'en vient, on va jouer pour lui. Bon, dans le cas de Rivers, c'est un nouveau grand-père qui s'en vient, on va jouer pour lui. Mais bref, le principe est sensible en l'air par le fait qu'il y en a un qui a la moitié de l'âge de l'autre. Mais écoute, Fowler, généralement, n'a pas été mauvais. Son match de jeudi, bon, c'était contre les Penguins sans Evgeny Malkin. C'est pas pas exactement une puissance non plus, mais a quand même bien fait dans ce match-là. Puis contre les Rangers, bon, la fiche statistique est pas folle, mais la défense en avant de lui l'a complètement lâché. Et c'était ça ma grosse crainte, que ce gars-là arrive dans une situation où la défense en avant de lui est épouvantable. Là, la question, c'est comment tu gères ça pour la prochaine semaine. Puis même le prochain 10 jours, parce que l'équipe joue jusqu'au 23 décembre avant la pause des fêtes. En fait, ça va se décider d'ici vendredi parce que il faut rappeler, dans la LNH, du 20 au 27 décembre, il y a un gel des transactions. Les gars ne peuvent pas être envoyés en bas, rappelés, échangés. Du 20 au 27 décembre, il ne peut avoir aucune transaction qui se fait dans la LNH. Pas juste transaction entre deux équipes, transaction même à l'interne. Donc, si le Canadien a grosso modo jusqu'à vendredi pour prendre une décision par rapport à ce qu'il veut faire avec ses gardiens, moi, je ne serais pas surpris qu'on garde les 3 pour la semaine et que vendredi, on en renvoie un en bas. Je pense que le match de ce soir, la raison pour laquelle on a envoyé Dobèche, selon moi, c'était pour voir comment il allait répondre. Et si Dobèche avait un mauvais match ce soir, pour moi, c'est lui qui retourne à la balle. Juste le laisser retrouver son rythme, pas besoin de passer par le balotage, tu laisses aller jouer en bas, jouer des matchs, puis tu roules Fowler pendant qu'il y a encore quelque chose qui fonctionne avec lui. Mais là, tu vois, Fowler a connu la défaite, Dobèche a été excellent contre les Oilers. Je pense que c'est la prochaine semaine, je pense que tu testes les kids, tu donnes peut-être un match à chaque, peut-être que tu ramènes Montembeault. Si Montembeault, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu un départ, et éventuellement, oui, c'est pas une saison facile, mais tu vas devoir le ramener devant le filet. Mais je pense que c'est le match de ce soir, c'est un test. Dobèche a vraiment bien répondu. Fait que les prochains jours vont être vraiment, vraiment déterminants pour la gestion des gardiens. Puis, tu sais, peut-être qu'on va décider de rouler à 3 aussi pour le reste du mois de décembre, peut-être même le mois de janvier. C'est vraiment pas idéal parce que, à force, si tu as Dobèche et Fowler, tu as un de tes 2 jeunes gardiens qui ne joue pas autant de matchs qu'il devrait, mais dans l'état actuel des choses, si les 2 kids se partagent le filet, Montembeault et le backup tout le temps, c'est pas si pire. C'est pas idéal, mais c'est pas si pire que ça. Fantastique. Boys, du côté du baseball, bon, Pop, on a parlé des Canucks comme quoi c'est probablement la franchise qui passe la pire semaine dans le monde des sports, mais les Mets sont pas loin en arrière. Ouf! Puis c'est souvent comme ça chez les Mets aussi, hein? Non, mais je veux dire, OK, la semaine a commencé avec Edwin Diaz qui passe de l'autre côté du pays pour aller jouer avec qui d'autre que les Dodgers? Aussi, procédé et à perte de Pete Alonso cette semaine aussi au marché des joueurs autonomes. Encore une fois, difficile semaine pour être un fan des Mets. Puis, c'est pas juste ça, tu sais. Comment que la saison s'est terminée chez les Mets, comment qu'on a laissé les Reds de Cincinnati vous dépasser pour s'en aller en séries éliminatoires. Il faut rappeler la scène aussi. Dernier match de la saison, quand on a su que les Mets n'allaient pas faire les séries, dès le point de presse suivant, Pete Alonso dit « Moi, je teste le marché des joueurs autonomes. » Après le match, pas de casquette des Mets, rien. Il dit « Je teste le marché des joueurs autonomes. » Puis c'est peut-être mon dernier match avec les Mets. On se rappelle de la scène avec New York. Pete Alonso, qui est aussi, si je ne m'abuse, un client de Scott Boras aussi, me semble, si je ne dis pas de bêtises. Écoute, Edwin Diaz, ça faisait déjà mal parce que
lui, on pensait peut-être qu'il y aurait une chance avec une entente qu'on pourrait le ramener avec les Mets. Mais là, c'est ton joueur de franchise là, qui quitte. Là. C'est littéralement ton joueur de franchise qui quitte. Et Félix, je sais que tu vas me regarder un peu, mais les Orioles de Baltimore, j'haïs ça parce que c'est un rival de division des Red Sox, mais god damn que j'aime ce move-là. J'aime ce move totalement. Écoute, c'est cool pour les Orioles, je suis d'accord avec toi. Puis je vais revenir aux Mets après. Pour les Orioles, c'est vrai que c'est cool. Ça règle pas le problème de l'équipe, qui est le fait qu'on n'a pas de lanceur. Mais si t'es Baltimore, tu cracheras pas sur un gros joueur autonome que tu connais. C'est tellement rare que Baltimore puisse attirer des gros joueurs autonomes. Tu cracheras pas sur un qui veut littéralement venir avec toi. Puis c'est vrai que ça te donne quand même un bel alignement, puis ça te donne de la flexibilité. Échanger Adley Rutschman. Ça te permet quand même certaines options, utiliser ton surplus de joueurs de position pour enfin aller chercher du renfort au monticule. Mais écoute, je reviens sur les Mets. Ce qui a rendu ça particulièrement cruel cette semaine-là, c'est que au même moment où Diaz a signé avec les Dodgers, on a appris que Kyle Schwarber restait dans la division. C'est pas une immense surprise que Schwarber soit resté avec les Phillies, mais tu sais, le timing des deux était rough. Puis le lendemain, je rappelle, t'es les Mets de New York avec Steve Cohen, qui est probablement le propriétaire le plus riche de toute la MLB. T'es les Mets de New York, OK? T'as un joueur de concession depuis 7 ans en Pete Alonso, et tu laisses ce gars-là partir, pas pour aller avec les Dodgers, pas pour aller avec les Yankees, pour aller avec les Orioles de Baltimore. En tout respect pour les Orioles, là, c'est pas un très, 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 très gros marché qui a une masse salariale infinie, puis ça, tu vois, je pense que c'est ça qui rend ça encore plus difficile à gérer, puis encore pire que ça, les deux donnent leur premier point de presse avec leur nouvelle équipe en même temps, et les deux ont sensiblement le même discours de « Ouais, j'ai quitté parce que je voulais jouer avec une équipe qui va gagner. » Je suis content enfin de pouvoir jouer pour un winner. Puis le partenariat ici était spécial. C'était mieux que tout ce que j'avais ailleurs. Puis tout. Puis, man, c'est rough comme semaine pour les Mets qui, d'ailleurs, ont répliqué le nouveau plan des Mets pour remplacer Pete Alonso. Là. Les Mets sont signés le lendemain. Jorge Polanco. 2 ans, 40 millions de dollars. 20 millions de dollars par année pour Jorge Polanco, pour le faire jouer au premier but. Jorge Polanco, dans toute sa carrière, dans les majeurs, a disputé un match au premier but et n'a pas récolté un seul retrait. C'était vraiment purement un changement défensif faisant en sorte qu'il était aligné au premier juste parce qu'on avait besoin que quelqu'un soit au premier à ce moment-là. Donc, le plan des Mets pour remplacer Pete Alonso au premier but, c'est un gars qui n'a jamais joué à cette position-là, sauf une apparition bizarre en 2025. Qu'est-ce qui se passe avec les Mets? Puis, t'as beau avoir tous ces espoirs-là et tout, t'es quand même les Mets. Puis là, soudainement, moi, pas pour toi, là, mais si je suis n'importe quelle équipe de la MLB, je suis terrorisé à l'idée que les Mets fassent « Fuck, il faut qu'on fasse oublier tout ça. On appelle les Tigers. » Peu importe ce qu'ils demandent pour Tarik Skubal, on le paye. Parce que le gros problème des Mets l'an passé, c'était la rotation. Puis là, si tu achètes Tarik Skubal, soudainement, ça passe beaucoup mieux d'avoir perdu Diaz et Alonso. Ça ne remplace pas la production offensive de ces gars-là. Puis Marcus Semien, oui, est une belle acquisition. Quel est son niveau à son âge en 2026? Si tu achètes Tarik Skubal, ça efface bien les problèmes. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Juan Soto, qui a quitté les Yankees pour aller avec les Mets en prétextant que l'avenir des Mets était plus beau que celui des Yankees. J'espère que tu aimes ça, pas faire les séries et voir 2 des joueurs de concession de l'équipe. Et d'ailleurs... Pendant l'hiver, salut Juan, j'espère que ta nouvelle garde-robe payée par Steve Cohen. Et bon, d'ailleurs, il y avait aussi en même temps ces petits murmures qui sortaient par rapport à la structure du contrat ou les clauses hispanophones du contrat de Juan Soto qui sortaient aussi. Non, Mio, tu t'es fait avoir par une fois. Oui, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir sur Internet par ça. Mais le pire, c'est que ce tweet-là, il est revenu genre 10 fois en l'espace de 4 jours. Genre juste, le gars, c'est un compte parodie, puis il disait que le 39% il y avait des clauses dans le contrat qui
il y avait des clauses. 39%, ça devait être des joueurs hispanophones. Tu sais. C'est ça, il devait avoir un quota de joueurs minimum hispanophones dans les messes de Nia. Puis il a vu tellement de fois qu'il y a du monde qui se font prendre, qu'il l'a genre spammé 10-15 fois en l'espace de 4 jours cette semaine, juste pour rage bait encore plus des gens. D'ailleurs, je respecte le move de ce côté-là. Mais Félix, là, tu me vends du rêve avec Tarik Skubal. Tu me vends du rêve. Puis c'est typiquement Steve Cohen d'aller faire ce move-là. Puis aussi, il faut prendre aussi en considération, là, avec Pete Alonso qui est parti, c'est un mouvement jeunesse là, qui va vraiment s'amener du côté des Mets de New York. Puis la rotation, ne fait pas exception là-dessus. T'sais, on a vu 2-3 jeunes bons prospects faire leur premier départ avec les Mets avec des résultats vraiment encourageants de ce côté-là, mais on n'a pas le vétéran. On n'a pas... T'sais, si, mettons, cette équipe-là avait encore Jacob deGrom, encore aujourd'hui, pour épauler ces jeunes-là, ça aurait été incroyable. Mais là, on ne l'a pas. Puis on n'a pas Max Scherzer non plus, malheureusement. Mais ça, c'est une autre affaire de ce côté-là. Mais si tu veux un double gagnant de Cy Young dans l'américaine qui vient de rejoindre pour épauler des jeunes guns dans ta rotation, t'as pas mieux que Tarik Skubal, là. Puis honnêtement, si tu veux empêcher les Dodgers de se booster encore plus, les Mets, il faut qu'ils sortent l'argent. Parce que je fais des cauchemars. Pour qui? C'est le problème. Pour qui? Il reste personne d'autre à signer pour les Mets. Je veux dire, à part, mettons, tu chez Skubal, puis Skubal, c'est jamais une prolongation de contrat. Tu sors l'argent pour qui? Carl Tucker, le club n'est pas dans la course. Bo Bichette, t'as pas besoin, t'as déjà Lindor puis Semyon. Un des lanceurs, peut-être, genre Michael Key, on n'est pas là, mais Framber Valdez, je sais pas pour qui. Félix, j'ai juste 5 mots à dire. Ce n'est pas mon problème. Ça a été un peu laborieux, mais... Figure it out. C'est pas moi qui ai payé pour gérer ça. Laisse les Mets faire leurs affaires. Puis, je me sais plus qui dit ça, mais c'est... Puis je pense que ça illustre bien la réalité des Mets. Je pense qu'en ce moment, c'est David Stern qui essaie d'éviter les dépenses irresponsables et tout, mais je crois que c'est les Dodgers qui disaient ça, que si tu penses rationnellement sur un joueur autonome, tu vas finir 3e dans la course. Puis je pense qu'en ce moment, les Mets sont vraiment en train de vivre cette réalité-là. À un moment donné, t'es les Mets, t'es Steve Cohen, tu veux vraiment rendre cette équipe-là dominante. Tu sais, si tu penses rationnellement, tu penses à éviter de surpayer un gars, t'en auras pas un. Les joueurs autonomes, c'est plate, mais il faut que tu surpayes pour avoir ton gars, parce qu'il y a plein d'équipes qui vont être dans le course. Tu vas avec les Dodgers, avec les Yankees, avec les Red Sox qui vont être là, les Blue Jays maintenant surtout. T'as beaucoup d'équipes qui veulent ces gars-là. Si tu te mets à penser rationnellement puis à te dire on va essayer de sauver un petit million ici et là, ça ne marchera pas. Tu vas manquer ton coup, tu vas perdre des gars, puis je pense qu'en ce moment, les Mets se rendent compte de ça. Et moi, l'autre question que ça me soulève, tu regardes comment les Mets s'opèrent depuis le début de l'hiver. Alonso qui part, Diaz qui part. Si les Mets veulent vraiment faire une cure jeunesse, OK? Et en assumant que c'est l'idée de David Stearns, est-ce que David Stearns a eu son mot à dire pour Juan Soto? Parce que je pense que la réponse de plus en plus est non. Parce que si son plan, c'était de laisser aller plein de vétérans, plein de joueurs importants de l'équipe, pourquoi tu signes Juan Soto un an avant? Pourquoi tu fais ça? Ce qu'on a fait l'hiver passé et ce qu'on fait en ce moment, ça ne concorde pas. Puis je ne comprends pas quelle est la vision des Mets en ce moment. Ça, honnêtement, la réponse, c'est juste le destin qui a fait en sorte que ton plan te chie dans les mains. C'est juste plein de simple. Ton plan te chie direct dans les mains. Tu pensais être un real contender et d'aller ramasser la nationale en allant chercher Juan Soto. Mais là, de Soto, tu peux pas. T'as Soto, tu peux pas juste faire ça peut marcher, on crée ça dans le feu. Non, t'as Soto, t'as pas vraiment le choix de double down sur Soto. Les Padres, ils ont 6 mois fait ça un peu. Ouais. Puis les Padres font les séries, contrairement aux Mets. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je fais juste dire, écoute, on parle des Mets qui veulent essayer de surpayer pour finir 3e dans la division. Moi, je fais juste dire que le Wild du Minnesota vient aller chercher Quinn Hughes pour finir 3e dans la division derrière Dallas et Colorado. Mais ça, c'est... Balle perdue pour le Wild. Non. Venez pas me dire que le Wild ne gagnera pas cette division-là. Là. Non.
C'est ça. Mais... Tu sais, tu vas aller chercher Quinn Hughes pour même pas avoir l'avantage de la glace au premier tour des séries. Là. Le Wild mérite pas cette balle perdue. All right, boys. Du côté de la NBA, on va passer à autre chose avant que ça commence à péter. Puis tout d'un coup, ça va pogner au feu dans la maison à Pop. Puis Félix va perdre de l'électricité chez eux pour une énième fois. Du côté du basketball de la NBA, je vais le dire, quel qu'en soit le contexte, mais bon, ça a donné que c'est autour d'une coupe de la NBA que maintenant que les Raptors sont éliminés, tout le monde maintenant dans nos cercles d'amis qui suivent les Raptors peuvent retourner en mode je m'en fous de la coupe de la NBA. Non, mais blague à part. D'excellents matchs quand même là, de demi-finale. En fait, très particulièrement le match entre les Spurs de San Antonio et le Thunder d'Oklahoma City, deux équipes dont on a parlé extrêmement en ce début de saison, notamment en raison de Victor Wembanyama, comme Pop avait mentionné il y a quelques semaines, qui était de retour d'ailleurs pour ce match contre le Thunder. Thunder, comme on connaît, je veux dire, la seule autre équipe depuis les Warriors de 2015-2016 a commencé la saison à 24-1. Et là, écoutez, les gars, mais le Thunder a une deuxième défaite cette saison, contre toute attente, contre ses Spurs avec Victor Wembanyama. Et une question avait été posée à Shai Gilgeous-Alexander après le match, à savoir, est-ce que c'est quelqu'un est-ce une équipe que tu vois longtemps être peut-être dans tes pattes et être l'équipe avec laquelle tu pourrais créer la plus grande rivalité dans l'Ouest. Félix, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là? Est-ce qu'on voit vraiment les deux équipes de l'Ouest pour les années à suivre de ce côté-là? Il va en avoir d'autres, mais je pense que pour les 10 prochaines années, ça va être le Thunder puis les Spurs dans l'ordre, dans le désordre. Puis le Thunder, en ce moment, est une bien meilleure équipe, notamment à cause du fait que le noyau est plus vieux que les Spurs, là, mais Victor Wembanyama, de plus en plus, va s'établir comme une super vedette, puis tranquillement, pas vite, va commencer à challenger pour le titre de meilleur joueur de la Ligue. Et il l'est pas encore, mais il approche à une vitesse assez folle. Les Nuggets, tant qu'on a Jokic, on va être là aussi. Puis, il y a d'autres équipes, les Lakers avec Luka, même les Timberwolves avec Anthony Edwards dans une certaine mesure. Il y a plusieurs bonnes équipes dans l'Ouest, mais le Thunder et les Spurs vont éventuellement se détacher de tout ce monde-là, puis il va y avoir une bonne démarcation quand même. Écoute, si Wembanyama atteint vraiment son immense potentiel, s'il réussit à atteindre le niveau qu'il est capable d'atteindre, c'est probablement le seul qui est capable de vraiment être une menace pour le Thunder, excluant les Trailblazers dans un match qu'encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre comment le Thunder a perdu celui-là. Mais écoute, c'est la première fois on a vraiment senti le Thunder à court de solutions dans ce match-là. Puis Wembanyama cause des problèmes de match-up pour les équipes. Puis je pense qu'on l'a vraiment bien vu dans ce duel-là. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il est bien entouré par des jeunes. Tu sais, Dylan Harper, tranquillement, pas vite, va s'établir. Devin Vassell est là. De'Aaron Fox est là. Tu sais, il y a du monde. Tu sais, c'est pas juste Wembanyama. Fait c'est drôle parce qu'on parlait il n'y a pas longtemps de quand va être la deuxième défaite du Thunder, puis on parlait du mois de janvier, même fin décembre, début janvier. Là, finalement, c'est arrivé mi-décembre. On en a échappé une autre. Ça compte pas. On savait pas qu'il allait pogner les Spurs à ce moment-ci. On savait pas qu'il allait pogner dans la Ligue. On avait parlé des Spurs. On avait parlé des Spurs comme une équipe qui allait possiblement les... Oui, mais on savait pas qu'elle allait sur l'horaire cette semaine. Non, c'est ça. Mais écoute, moi, j'ai surtout hâte de voir le prochain match entre les deux équipes parce que là, le Thunder sait que les Spurs sont capables de les faire travailler. Est-ce qu'on va s'ajuster? On va faire quoi comme ajustement pour le prochain match? Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Puis, tu sais, le Thunder, je pense qu'il va être favori dans l'entièreté de ses matchs pour finir l'année. Je pense qu'il n'y a aucun match où là, je pense que le Thunder va l'échapper. Mais cette équipe-là n'est pas sans faille. Puis quand tu as un gars comme Victor Wembanyama qui est un problème de match-up pour littéralement tous les joueurs de la NBA, bonne chance. Il est là l'affaire. La seule faille du Thunder, c'est que Chet Holmgren, malheureusement, son seul égal, c'est Victor Wembanyama, tu sais. C'est quand même fou.
C'est un beau problème à avoir, tu sais, mais... Ouais. Hey, mais juste mais une affaire. juste vous montrer à quel point Hector Banana Bread, comme on l'aime surnommer sur la NBA Twitter, ça faut être chronically online pour avoir cette référence-là. Quand même. De ce côté, pour ça. Mais Victor Wembanyama, qui faisait son retour au jeu, a joué. Tu sais, le plan de match c'était des minutes limitées, là. Mhm. Victor Wembanyama a joué 21 minutes, OK? 21 minutes, même pas une moitié de match, là. Victor Wembanyama finit avec un différentiel de plus 21 dans ce match-là. Contre le Thunder en 21 minutes. Plus 21. Ah, c'est fou. Puis c'est après le match, en plus, Wembanyama qui est en train de découvrir un petit swag, j'aime vraiment pas ça, qui parle aux médias, puis il dit « Est-ce que c'est possible pour un joueur d'être 6e homme de l'année et MVP? » Puis j'ai pas eu ça, man. Il commence à avoir son petit swag et tout, puis let go Wemby commence à... Tu sais, on sait que cette ligue-là, là, c'est les personnalités des joueurs, c'est un grand classique, puis si Wembanyama est capable en fait de lâcher ce swag-là en plus, cette confiance en lui, les Spurs pourraient vraiment être un problème. Puis t'imagines-tu une finale de l'Ouest entre le Thunder et les Spurs? Parce que la vraie finale de la NBA, qu'on soit bien clair, ça va être la finale de l'Ouest. Peu importe qui sort de l'Est, ce ne sera pas une équipe digne d'aller en finale. C'est la vraie finale va être la finale de l'Ouest. J'ai vraiment hâte de voir si ça pourrait pas être un Thunder Spurs. Ce serait quelque chose. Ce serait vraiment quelque chose. Ça dépendrait vraiment, en fait, du positionnement des Spurs. Mais c'est ça. Puis l'état de santé de Wembanyama, on sait que malheureusement, les ennuis de santé ont été un problème pour lui depuis le début de sa carrière. Espérons que c'est derrière lui maintenant. Mais seulement avec les gars dans la NBA qui tombent comme des mouches cette année, malheureusement, ça pourrait être un problème éventuellement. Mais touche du bois, on va espérer que Wembanyama va être correct. Parce qu'un Wembanyama en santé contre le Thunder à pleine puissance, on l'a vu samedi soir, du cinéma. Puis on le revoit toujours avec Joel Embiid qui a manqué le début de la saison, qui revient pour 2 matchs, absent pour 2 autres semaines. Là, il est revenu, c'était jeudi, a donné 39 points. Man, juste vraiment au passage, puis après ça, on passera à d'autres histoires, les boys. Là. Mais, tu sais... Êtes-vous capable de me donner combien pensez-vous de matchs est-ce que Joel Embiid a joué cette saison? Moins c'est quoi? Les équipes de la NBA ont joué à peu près quoi? 25, 26 games-ish environ? On a comme dépassé un peu le quart à peu près, la saison? Laisse-moi donner des Thunder sont 24-2. Fait que, ouais. OK. Mettons en moyenne 25 games. Je pense qu'il y en a genre joué 7, je pense. Je serais même pas surpris que ça soit genre 7. Moi, je garde moins 2. Attends, moins 2. Moins 2. OK, fait, dans le fond, si on moins fait 2. le calcul... Non, mais tu sais, Joel Embiid a joué 10 matchs cette saison. Là, tu sais, Puis c'est pas Prime Joel Embiid qu'on a vu quand il a joué ces 10 matchs-là. Là. Non, mais surtout en fait, parce que tu sais, quand tu dis match joué, tu sais, c'est qu'il a commencé le match, tu sais. Ouais. Dans certains cas, malheureusement, Joel Embiid nous a habitués effectivement à ne pas les terminer. All right, boys, passons à autre chose. Savez-vous, il est quelle heure? Il est surtout l'heure que... Puis ça, je voulais juste peut-être rajouter ce point-là parce que ça va être le fun à suivre parce que on parle de 2015-2016, les Warriors de Golden State. Moi, je fais juste dire que le Thunder a besoin de gagner ses 5 prochains matchs pour matcher le pace des Warriors de Golden State. Golden State pour le rematcher. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. La deuxième défaite des Warriors avait été au match numéro 29 contre les Mavericks de Dallas. Avec Dirk Nowitzki dans le temps. Oui, le 30 décembre. Fait que le Thunder, vous devez gagner vos 5 prochains matchs juste pour matcher ce que les Warriors ont fait. Mais I digress, on part le générique. Holy smokes, le générique du Perron d'église. Ben oui, comme à chaque semaine, on a une petite invitation pour vous autres qu'on vous envoie sur les réseaux sociaux. Comme une petite perche, là, comme un peu comme quand tu vas faire à la pêche, soit sur glace ou l'été, plein de bébites au lac avec
mon oncle GG, puis mon oncle Rémi. Puis, tu sais quoi, peut-être qu'il y en a un qui est un petit peu sous des substances, qui profite du fait qu'il n'est pas avec sa famille, qui délaisse de temps en temps. Vous connaissez un peu le scénario classique. Et là, Bref, la version région de jouer au golf. hey, écoute, à toi de nous le dire, hein? À nous le dire. Et ça, et je ne suis pas un golfeur moi-même de ce côté-là, puis je suis même pas un pêcheur. Écoute, j'ai passé les 8 dernières... à peu près sur les 11 dernières années, j'en ai passé à peu près 10 dans des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, et je ne suis pas un chasseur et un pêcheur. Ça montre à quel point ça va mal dans ma vie. C'est surtout que tu as passé ça aussi dans 4 régions différentes aussi. Oh non, 6? Non, c'est pas 4, il y en a plus que ça. Bro fait 1,8. Vous Bro faites fait des comptes 1,8 années en moyenne. après l'épisode. Dans les 10 dernières années, bro a fait Wow. 1,8 années par région différente. Dude, c'est même pas une joke. J'ai déjà fait le calcul à un moment donné. Là, ça va bien, le 2025, je l'ai passé à une seule place. Là, mais de 2017 à 2024, je moyennais un déménagement aux 6 mois. Hey, sérieusement, tu serais excellent pour Who We Play For avec Charles Barkley. Tu serais le candidat parfait à nommer à Charles Barkley. Parce que c'est sûr, t'es le Garrett Temple du Québec, man. C'est quoi, c'est Ish? C'est Ish, Ouais, Ish Smith. Ish Smith, c'est ça, exactement, merci. Ah ouais. C'est bon, man. Puis rendu là, Pop a tellement fait de régions au Québec que tu peux juste nommer une région. Puis tu sais quoi? Il va sûrement être passé par là. Anyways, tout ça pour dire, c'est le perron des geeks, mesdames et messieurs, OK? Puis la question qu'on avait pour vous autres, la première question qu'on avait, c'est justement, comment gérais-tu le ménage à 3 devant le filet du Canadien de Montréal d'ici Noël en réaction au rapatriement, au rappel, devrais-je dire, de Jacob Fowler. Alors, parmi les réponses qu'on avait eues, laissez-moi juste les retrouver sous peu, là. J'avais noté ça. J'en ai une ici, celle de Producer Ali qui nous avait répondu. Vas-y, lui, il irait de manière assez simple. Rotation à 3, mais tu as 2 règles d'exception. Numéro 1, si tu goals sur la tête, tu as droit à un départ de plus. Si tu fais perdre le club, tu sautes ton prochain tour. Comme des petits stakes de plus. Écoute, c'est sans dire que je pense que c'est vers là qu'on s'enligne. Peut-être. Tu sais, si, imaginons, on arrive à. Mais là, c'est vrai que c'est particulier parce que je pense que Dobèche est qualifié par. Si tu goals sur la tête, fait que théoriquement, selon ces règles-là, Dobèche aurait droit au départ de mardi. Fait que, éventuellement, jeudi, tu te ramasserais, disons, avec Montembeault. Et là, le problème avec tout ça, c'est qu'éventuellement, tu vas vouloir ramener Fowler devant le filet. Est-ce que tu veux ramener Fowler devant le filet avec le Canadien? Est-ce que tu veux le renvoyer à Laval? Laval ne rejoue pas beaucoup ces 2 prochaines semaines. Laval a 3 matchs d'ici le 27 décembre. On a un match jeudi, on a un match samedi et l'autre, ça va au 27 décembre. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, t'es mieux de garder Fowler avec le grand club qui s'entraîne, puis tu lui donnes un match ou 2 avant de le retourner à Laval après Noël. Peut-être que ça peut être ça aussi. Puis en plus, ça donne un petit bonus de chèque de paye. Tu ne seras pas malheureux. Mais ce serait quand même intéressant de surveiller ça comme éventuel scénario. Tu sais, le Canadien qui joue encore 4 matchs cette semaine, mardi, jeudi, samedi, dimanche. Et on rejoue, si je ne m'abuse, ça va être. Je pense qu'il reste 1 ou 2 matchs après avant la pause de Noël. Fait qu'il commence à avoir. Il va y avoir pas mal de matchs en pas beaucoup de temps. Voyons voir ce que ça va donner, mais ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que la question intéressante à se poser, c'est qui va être devant le filet mardi? Puis les boys, je veux votre avis là-dessus. Si vous êtes Martin Saint-Louis, qui a le filet mardi et qui a le filet jeudi? Jeudi, c'est Samuel Montembeault. Montembeault, les 2? Non. Celui qui n'aura pas le filet. Je me suis peut-être mal exprimé, mais je vais te dire qui n'aura pas le filet, c'est Samuel Montembeault. Ah, ouais. OK.
OK. OK, écoute. Bro n'aura pas un seul départ d'ici Noël. Écoute. Ah ouais! Non. Mon Dieu. Moi là, si on me demande de faire la gestion, surtout avec le nombre de blessures et le besoin de victoire, là, je veux les 2 goalers qui me donnent le plus de chances de gagner. Tu sais quoi? Pour les deux, laissez-moi voir. Bon, les deux sont au Centre Bell, fait que sans dire que ça chie la moitié de mon argument. Dans les deux cas, Jacob Fowler aura son baptême du Centre Bell, mais je pense que tu peux lui donner ça contre les Blackhawks de Chicago. Fait que tu y vas avec Dobech mardi? Je crois que ce serait Jakub Dobeš contre les Flyers. Et après ça, tu sais, regarde, on fera pas l'erreur une autre fois. Je crois du côté de Jakub Dobeš. Va le faire pendant qu'il est chaud. Ça a été un gros match. Pas contre quand même n'importe qui, n'importe quel, on va dire, quintette d'attaquants du haut de la formation, quand même, des Oilers d'Edmonton. Tu sais quoi? Vas-y donc avec ça. Alors, checkons ça. Mais donnes-tu un match à Montembeau en fin de semaine? En fin de semaine, laisse-moi voir c'est contre qui. Parce qu'éventuellement, il faut que Samuel Montembeau joue aussi. Là, c'est ça, c'est les 2 consécutifs contre les Pingouins. Ben, tu sais quoi? Peut-être le premier contre les Pingouins ou je pense que je donnerais celui dimanche. Au Centre Bell? Ouais. OK. Si tu donnes le match de dimanche au Centre Bell contre les Pingouins... En fait, celui de dimanche est à Pittsburgh. OK, à Pittsburgh. OK, mon erreur. C'est là mon argument, c'est que tu vas avec quand même, veux pas, le petit vétéran de cette gang-là, pour ce que ça vaut, là. Juste pour avoir peut-être quelqu'un de plus mature dans une telle circonstance. Mais bon, regarde, je veux dire, Jacob Fowler a montré qu'il est capable de gagner à Pittsburgh il y a 3 jours de ça. Fait que... anyways, hein? Mais je vais demander, Mio, si Samuel Montembeau a vraiment le net dimanche à Pittsburgh, c'est-tu le match de la dernière chance pour Samuel Montembeau? Ça, c'est tellement une grande question. Tu me dis dans un monde dans lequel les 3 matchs précédents sont remportés? Oui. Parce que pour moi... Mais attends. Qu'est-ce qu'on entend par dernière chance? Ouais, est-ce que genre, il est shippé Est-ce que c'est vraiment sa dernière chance de prouver que ce gars-là peut se sortir de sa torpeur puis de regagner son net? Mais imaginons que ce n'est pas, on fait quoi? Deal with it, ça va être Dobeš et ou Fowler. Parce que tu roules à 3 puis Montembeau joue pas? À date, pour moi, c'est ça. Samuel Montembeau ne te donne pas les chances de gagner. Je comprends que si on fait un ménage à 3, ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui voient le net beaucoup moins souvent qu'ils devraient l'avoir. Mais it is what it is. Combien de chances on a donné à Samuel Montembeau d'essayer de s'en sortir, puis il n'a jamais été capable de le faire pour de vrai, ou du moins de le faire à long terme aussi. Parce que, tu sais, oui, il y a eu un match ou 2 où ça a été correct de ce côté-là. Mais mentalement, ce gars-là est complètement cassé. Puis, je comprends que des fois, il faut le renvoyer pour essayer de se construire un peu. Mais à date, on a déjà donné cette chance-là à quelques reprises, puis il n'a pas livré la marchandise. Fait que pour moi, si mettons, on gagne les 3 matchs et qu'on renvoie Samuel Montembeau dimanche et que, tu sais, pour une raison ou une autre, ça va vraiment pas bien de ce côté-là, ben là, je m'excuse, mais il va falloir prendre une décision, puis il va falloir faire quelque chose, là. Sais-tu ce qui vient de me flasher? Je viens d'avoir une idée parce que un gardien de la LNH, s'il ne joue pas pendant un certain nombre de temps, ça s'applique aussi aux joueurs, là, pas juste un gardien, mais si un joueur ne joue pas pendant un certain nombre de temps, là, j'ai pas la durée exacte, il peut être envoyé à Laval ou dans la Ligue américaine pour un séjour de conditionnement. Peut-être que c'est ça qu'on veut essayer de faire avec Dobeš qui est devant le filet, puis Fowler que les 2 derniers. T'sais. Peut-être qu'on se dit. Là, je ne sais pas si ça s'applique à un gardien, disons, qui est 2e. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit 3e pour ça. Ça éliminerait pas mal mon argument, mais peut-être qu'on se dit.
Si on ne le fait pas jouer un petit peu, on va pouvoir le renvoyer un petit jour de conditionnement à Laval, jouer, disons, 2-3 matchs à Laval, puis on le ramènerait après. Parce que Montembeault, tu ne peux pas le renvoyer à Laval sans le soumettre au balotage, et je suis presque convaincu qu'une équipe le ramassera au balotage. Tu sais, il y a une pénurie de gardiens. Vraiment? Est-ce que tu es vraiment convaincu qu'une équipe va le ramasser? Oui, Honnêtement. Oui. Un gardien qui a montré qu'il Honnêtement, va être un partant à 3 millions par année pour cette année puis l'an prochain, définitivement. C'est sûr qu'il y a une équipe qui saute là-dessus. Écoute, le contrat de Tristan Jarry a été mentionné par Stan Bowman comme un point positif. 5,1 millions pour 2 ans, ça a été mentionné comme un élément positif. Dans la LNH actuelle, là, où est-ce que c'est tellement difficile de trouver des gardiens, il y a une équipe qui va sauter sur un Samuel Montembeault à 3 millions. Et elle s'appelle les Oilers. Ça, j'en ai aucun doute. Écoute, là, je pense qu'avec Jarry, on a comme trop investi dans le coup-là, mais il y a une autre équipe qui va sauter sur le gardien. Tristan Jarry, goal pour quasiment 910 cette saison. Oui, cette saison. Mais je veux dire, Montembeault a montré par le passé qu'il est capable d'être. Puis c'est la moitié du salaire, 3 millions au lieu de 5 pour. C'est vrai que le prix est avantageux. Tu sais, il y a une équipe qui va sauter. J'ai aucun doute sur le fait qu'il y a une équipe qui ramasse ce même Écoute, si Toronto a jumpé sur Caden Primo. Voilà. C'est vrai. Tu ne peux pas renvoyer Montembeault en bas sans le faire passer par le balotage. Je pense qu'on va éviter ça à tout prix. Puis éventuellement, Dobage ou Fowler va être renvoyé en bas. Je pense que l'idée, écoute, sur le coup, ça m'a surpris. Mais l'idée de les deux se partagent le net jusqu'à Noël, tu donnes comme un genre de 2-3 semaines à Montembeault pour qu'il puisse un genre de petit reset mental. Celui qui fait le mieux d'ici Noël reste en haut, l'autre s'en va en bas. J'haïs pas cette idée-là. Je m'excuse pas, ça va pris comme 2-3 minutes, mais j'haïs pas ça. Mais je pense qu'on pourrait pousser l'expérience jusqu'en janvier. Ouais. Ben, tu sais, disons jusqu'au retour des fêtes, là, ça va être le 27. Il y a un gel des transactions du 20 au 27. Rendu là, garde les trois en haut, puis réaligne ton plan après Noël. All right. Écoute, Pop, mot de la fin avant que. Moi, je fais juste dire, là. La partie, faut juste survivre jusqu'au début janvier. Kaden Goulet va revenir. Kirby Dach va revenir. Mais qu'on arrive à la mi-janvier, là, ça va tellement aller mieux. Sur tous les fronts. Voilà. C'était le mot de la fin de Pop. Je viens de vérifier. Écoute, de ce que je comprends, il n'y a pas nécessairement dès qu'il y a une entente entre l'équipe et le joueur, peut-être que ça a changé depuis là, mais dès qu'il y a une entente entre une équipe et le joueur peut être envoyé dans la Ligue américaine pour un séjour de conditionnement. Donc, je pense pas que ça prend un certain nombre de temps avant qu'un joueur soit troisième gardien, disons, il pourrait être sur le banc tout le long. Tu sais, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de départ. Peut-être que si, disons, il n'y a pas le départ mardi, pas le départ jeudi, peut-être qu'on lui donne celui de samedi avec le Rocket, qu'on garde les 2 kids pour les matchs de samedi-dimanche. Peut-être que ça pourrait être une idée. Sinon, peut-être au retour de Noël, tu lui donnes comme un 2 semaines à Laval, puis tu le ramènes après. Ça pourrait être ça. Félix, tu as tellement de temps pour y penser parce que, tu sais quoi, ton temps est coupé. C'est l'heure de rapper cet épisode-là de podcast. Mon gars a eu ses petites pensées intrusives de mots de la fin. All right, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Triple Menace. Cette édition du 15 décembre 2025. J'espère que vous avez apprécié d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous. Nous entendre déblatérer sur absolument tout et rien du monde du sport. Certainement, ce qui s'est passé dans cette semaine complètement folle de la NFL. J'espère que vous êtes prêts. Les séries éliminatoires s'en viennent à grands pas. J'espère que vos équipes sont confortablement installées dans une place au grand minimum en série, même si ce n'est pas le bye. Et puis sinon, écoutez, si vous êtes dans une situation un petit peu tendue avec votre équipe, c'est correct. Tout le monde passe par là. Tout va bien se passer. Sauf si vous êtes fan des Ravens de Baltimore. Dans ce cas-ci, je ne peux rien faire de bon pour vous et je ne peux rien vous souhaiter de positif pour la suite. On salue Producer Oli qui n'aura aucune raison de regarder du football pour les 3 prochaines semaines. On salue sa blonde qui va le retrouver à temps plein pour dimanche. Les dimanches serviront à rejouer des rediffusions du Eras Tour.
Et voilà, vous l'aurez entendu ici. Hey, mesdames et messieurs, juste avant qu'on se quitte, on a aussi notre petit quiz de joueur de la semaine, vite, à vous passer, quand même en lien avec l'actualité. Ce joueur dont l'équipe actuelle est du Wild du Minnesota, avec 23 points, devrais-je dire maintenant 24 points en 2025-2026, avec un but. Et a gagné le Trophée Norris à une reprise. Félix, on parlait de qui cette semaine? On parle de la transaction de l'heure dans le monde du sport en général, Quinn Hughes qui a pris la direction du Minnesota. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y passer plus que quelques mois? Est-ce qu'il va y passer un an et demi? Est-ce qu'il va y passer plus qu'un an et demi? Ça va être super intéressant à surveiller. Est-ce que ses frères vont venir le rejoindre au Minnesota? Ah, exact. Ouais. Le clan Hughes fait en fait le chemin inverse. C'est ça qui va arriver. Peut-être qu'éventuellement, ses frères vont aller le rejoindre. Mais bref, oui, Quinn Hughes, la transaction qui a été un véritable coup de massue dans la NH. C'est ce qu'on allait souligner tout ça avec notre joueur de la semaine, Quinn Hughes. Yes, sir. Puis pour toute autre affaire du genre, écoutez, c'est sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans de Tigers de Guangdong. Vous pourrez interagir avec nous, participer à l'émission, telle qu'avec des petites affaires de la sorte ou même le perron d'église. Puis écoutez, sinon, Instagram, TikTok et Twitter, on est aussi là-dessus. Même YouTube, où on a toujours du bon contenu à vous partager de temps à autre. Sinon, je vous rappelle que tous les jeudis matins, vous pouvez écouter la revue de presse du Salon de Bio, où on fait un petit tour d'horizon des nouvelles sportives qui se sont passées durant la semaine. Là. Fait que juste en attendant de se retrouver un petit peu comme les petits tapas, là, hein, les petits mises en bouche avant d'avoir le repas principal qui est l'épisode de la triple menace du lundi matin. Anyways, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace. Salut, bye.